Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à notre webinaire sur la biodiversité. Je suis Paul Deleuze, le président du Sénat Investment Managers, et je serai accompagné aujourd'hui d'Alix Faure, notre responsable ESG, de Claire Sanson, la gérante de notre fonds biodiversité, et de Jérôme Duprat, le fondateur de Habitat Nature, une entreprise canadienne, québécoise, très innovante, avec qui on travaille sur les mesures de biodiversité. Un mot d'introduction sur Sienna avant de céder la parole à nos experts. Pour vous dire qui nous sommes, nous, Sienna, nous sommes une société de gestion qui gère 40 milliards d'euros sur les actifs cotés et les actifs privés, auprès d'une clientèle institutionnelle et d'une clientèle de particuliers. Nous sommes filiale du groupe Bruxelles-Lambert, qui a accompagné la croissance de Sienna depuis plusieurs années. Nous sommes très proches du groupe Malakoff Humanis, qui a investi, ainsi que la France Mutualiste, dans notre fonds biodiversité. Nous sommes européens, avec une présence dans la plupart des pays d'Europe, et c'est vrai que nous sommes très sensibles au sujet de souveraineté européenne. Quelques éléments qui nous caractérisent de façon un peu simple et imagée. On est très présent sur les sujets de démocratisation des actifs privés, très présent sur le financement de l'économie réelle. On a financé plus de 1000 entreprises par la dette, notamment en France et en Italie. On a 2 sociétés de gestion. On est très présent sur les problématiques ESG, avec 80% de nos fonds qui sont article 8. On a pour clientèle près de 70 assureurs, fonds de pension, institutions en France, une trentaine en Italie. Vous voyez, à bien des égards, connaissance intime des besoins des investisseurs en France, en Italie. Et c'est vrai qu'il y a 2 problématiques qui nous font beaucoup travailler, qui sont d'une part les problématiques ESG, décarbonation, mais aussi biodiversité, et d'autre part les problématiques de souveraineté européenne à bien des égards sur le financement de l'industrie de défense, mais on pense aussi que l'Europe est un modèle plus en avance que le reste du monde sur la décarbonation, sur la biodiversité, et donc être en capacité de soutenir les efforts européens sur ces sujets font partie de la souveraineté européenne. Et c'est à ce titre qu'on a lancé ce fonds biodiversité, dont je vais maintenant laisser nos experts parler, en commençant par Alix Faure. Bonjour à tous. Alors, la biodiversité, pourquoi est-ce que Sienna a décidé de se concentrer très sérieusement sur la biodiversité il y a quelques temps maintenant? Alors, peut-être que c'est important d'avoir quelques statistiques en tête. La première statistique, c'est que plus de la moitié du PIB mondial est lié de près ou de loin à l'érosion de la biodiversité. Ce qui signifie que si nous ne préservons pas la biodiversité collectivement, nos économies vont s'effondrer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qu'il est très important aussi d'avoir en tête, c'est que la biodiversité est soumise à de très fortes pressions et ces pressions qui, évidemment, ont un impact fort sur l'érosion de celle-ci. Ces pressions sont au nombre de 5. La première, c'est l'artificialisation des sols et c'est la plus importante. La deuxième, c'est la surexploitation des ressources naturelles. La troisième, c'est le changement climatique. La quatrième, ce sont toutes les formes de pollution qu'il existe sur Terre. Et enfin, la dernière, ce sont les espèces exotiques envahissantes. Ces pressions ont été définies par l'IPBES. L'IPBES, c'est un réseau de scientifiques mondial qui travaille sur les sujets biodiversité. C'est l'équivalent du GIEC pour le climat. Et enfin, le dernier élément à avoir en tête, c'est que, donc vous avez bien vu, plus de la moitié du PIB mondial est lié de près ou de loin à la biodiversité. Cette biodiversité est soumise à de très fortes pressions, ce qui signifie qu'il faut absolument que nous investissions collectivement afin de restaurer la biodiversité. Il est estimé un besoin entre 700 et 900 milliards d'euros par an afin de préserver et de restaurer la biodiversité. C'est pour ça que nous, en tant qu'acteurs financiers, nous avons une carte à jouer et c'est pour ça que nous avons décidé de lancer ce fonds, il y a 1 an à peu près. Donc, le fonds biodiversité de Sienna a pour objectif de financer des entreprises en Europe qui contribuent à la préservation ou alors à la restauration de la biodiversité. Pour ce faire, nous avons identifié 3 types d'entreprises qui répondent à ce besoin-là. Premier type d'entreprise que le fonds peut financer, ce sont des entreprises dites de solutions. Ce sont des entreprises qui apportent des solutions directes face aux grands enjeux de la biodiversité. Ça peut être par exemple une ferme en agriculture régénératrice. Deuxième type d'entreprise, ce sont des entreprises dites en transition. Ce sont des entreprises qui ont besoin de financer leur CAPEX afin de changer leur business model, afin de changer leur appareil industriel pour avoir une meilleure empreinte en termes de biodiversité. Ces entreprises-là, on pourra les retrouver dans plein de secteurs différents et Claire vous en parlera un petit peu plus en détail après.
Et enfin, troisième type d'entreprise que nous pouvons financer dans le fonds, ce sont des entreprises qui mettent en place des très bonnes pratiques d'un point de vue biodiversité. Et nous avons envie de financer ces entreprises pour que ces bonnes pratiques biodiversité se diffusent dans l'ensemble du secteur en particulier. Alors, ce fonds est un fonds article 9 selon SFDR, c'est un fonds d'impact et c'est aussi un fonds de partage. Je vais revenir sur ces 3 points-là dans le détail. Et le fonds part bien évidemment d'un cadre d'analyse extra-financière qui est divisé en 3 modules. Le premier module, c'est un cadre, c'est donc notre analyse ESG qui est extrêmement classique et qui est appliquée à l'ensemble des fonds chez Siena. Et donc, le fonds biodiversité applique aussi ce cadre-là. Dans ce cadre-là, nous appliquons une analyse ESG qui est systématique sur l'ensemble des financements que nous faisons, ce qui signifie que nous regardons l'exclusion, notre politique d'exclusion. Est-ce que l'entreprise correspond ou pas à nos règles qui sont inscrites dans la politique d'exclusion? Évidemment, on passe l'entreprise au filtre de nos controverses et ensuite, on intègre le ESG dans la décision d'investissement, ce qui signifie que nous envoyons un questionnaire à l'entreprise en question pour nous assurer de la matérialité des sujets ESG d'un point de vue risque, mais aussi d'un point de vue opportunité. Ce fonds est un fonds article 9. Ce fonds permet à nos LPs de répondre en partie à la problématique de l'article 29 de la loi énergie-climat en France. Et enfin, nous proposons aussi pour ce fonds de remplir un EET, ce qui permet à nos LPs d'avoir un certain nombre d'informations et ensuite d'avoir un reporting qui est facilité. Donc, le premier module d'analyse extra-financière, c'est notre analyse ESG qui est très classique. Le deuxième module de l'analyse extra-financière, cette fois-ci, c'est un module biodiversité et c'est bien le cœur du sujet et c'est bien le cœur du fonds. Alors, non seulement le fonds s'intègre dans un cadre international et c'est très important pour nous de parler un langage commun, langage qui est partagé par l'ensemble des parties prenantes liées au fonds. Ce cadre international, ce sont non seulement les pressions de l'IPBES dont je vous parlais un petit peu plus tôt, et le fonds en cible 3 de manière prioritaire, mais c'est aussi l'accord de Kunming-Montréal, accord de Kunming-Montréal qui a été signé au niveau des États il y a 2 ans à peu près, qui définit 23 cibles auxquelles les États doivent apporter des réponses d'ici à 2030, et le fonds a identifié 3 cibles qui seront adressées de façon prioritaire. Par ailleurs, chaque financement doit répondre à un défi biodiversité, c'est-à-dire que chaque entreprise doit être soit une entreprise de solution, soit une entreprise en transition, soit une entreprise qui met en place de très bonnes pratiques. Évidemment, comme c'est un fonds biodiversité, nous avons mis en place une analyse dédiée avec un module spécifique sur la biodiversité et nous déléguons cette analyse dédiée à Habitat. Jérôme vous en parlera dans quelques minutes. Cette analyse dédiée, elle passe par un dialogue assez poussé avec l'entreprise, dont un questionnaire qui est envoyé, mais pas que. Et de cette analyse découle un certain nombre d'indicateurs clés de performance en lien avec la biodiversité. Et ce sont des sujets qui sont matériels pour l'entreprise que nous allons suivre tout au long de la vie du fonds. Et enfin, toujours dans ce module biodiversité, nous mettons en place des clauses d'impact dans la plupart de nos deals, ce qui nous permet d'ajuster le taux d'intérêt qui est accordé aux entreprises en fonction de leur atteinte de résultats sur des sujets biodiversité. Et enfin, le troisième module de cette analyse extra-financière, c'est un module d'impact, cette fois-ci, et où là, on adresse évidemment les 3 grands axes de la définition de la finance à impact, c'est-à-dire l'intentionnalité, l'additionnalité, mais aussi la mesurabilité. Donc, l'intentionnalité du fonds, c'est bien de préserver et de restaurer la biodiversité en Europe. Ainsi, nous nous assurons que 100% des investissements qui seront faits dans le fonds correspondent bien à cet objectif, ce qui fait le lien aussi avec le fait que le fonds est un article 9, ça veut dire que 100% des lignes du fonds sont un investissement durable avec un objectif biodiversité. En termes d'additionnalité, nous mettons en place des clauses d'impact. Nous accompagnons aussi les entreprises financées en termes de biodiversité, c'est-à-dire que nous leur faisons un retour, par exemple, avec toute l'analyse qui a été faite par Habitat, puis nous allons mettre aussi en place d'autres accompagnements tout au long de la vie du fonds. Et enfin, ce fonds est un fonds de partage, ce qui signifie que nous prélevons une partie des frais de gestion afin d'aller financer la chaire de recherche d'AgroParisTech sur la comptabilité écologique. C'était extrêmement important pour nous
de mettre ça en place, parce que vous le savez bien, les sujets biodiversité sont quand même moins matures que les sujets climat, et nous avons besoin collectivement de faire émerger ces climats, alors non seulement à la recherche universitaire, aussi pour la recherche scientifique, et puis nous en tant qu'acteurs financiers. Donc, ce qui permet de boucler la boucle sur ce sujet-là. Dernier axe du module biodiversité, c'est la mesurabilité, où là, nous mettons en place 2 éléments. D'abord, des indicateurs de mesure de l'impact et ensuite un reporting annuel qui sera disponible pour l'ensemble de nos investisseurs. Arrêtons-nous quelques instants sur les indicateurs d'impact. Là, nous allons mettre en place 2 types d'indicateurs d'impact. Le premier, qui est le kilomètre carré MSA, qui est un indicateur qui est assez classique, qui est un indicateur agrégé très paramétrique et qui permet de mesurer l'impact de l'entreprise d'un point de vue biodiversité, et surtout qui permet de comparer une entreprise par rapport à une autre, un secteur par rapport à un autre, ou alors un fonds par rapport à un autre. Plus cet indicateur de kilomètre carré MSA est proche de 100, et plus ça veut dire que l'activité de l'entreprise est au cœur d'une forêt vierge amazonienne, par exemple. Donc, ça veut dire qu'elle n'abîme absolument pas la biodiversité et elle préserve, voire elle restaure la biodiversité. Plus on est proche de 0, et plus l'activité de l'entreprise ressemblerait à un parking de supermarché où il n'y a même plus aucune mauvaise herbe. Donc ça, c'est le premier type d'indicateur que nous mettons en place et nous considérons que ce n'est pas suffisant, en particulier dans un fonds d'impact. Et donc, nous mettons aussi en place des indicateurs physiques qui sont personnalisés, entreprise par entreprise, et qui sont bien dédiés à chaque enjeu qui est matériel pour l'entreprise en question sur les sujets biodiversité. Des exemples d'indicateurs physiques que nous pourrions mettre en place, c'est par exemple le taux de couvert végétal sur une parcelle agricole. Ou encore, dans une forêt, ça pourrait être le nombre d'espèces différentes qu'il existe sur la parcelle de forêt. Si on regarde un deal de méthaniseur, par exemple, on pourra aller regarder quel est l'approvisionnement de ce méthaniseur en déchets et quel est le pourcentage d'approvisionnement en culture dédiée au méthaniseur. Évidemment, on espère que ce sera le plus faible possible. Je vais passer maintenant la parole à Claire. Merci Alix. Donc maintenant qu'on a dit tout ça, je pense qu'on a envie aussi de vous expliquer comment concrètement on s'assure du bon déploiement de ce fonds. Bon, d'abord, en termes d'équipe de gestion, pour rappel, les équipes Sienna Private Credit sont au nombre de 5. Nous avons l'équipe corporate, l'équipe transition énergétique, l'équipe dette immobilière, secteur public et portefeuille de créances. On s'est rapidement rendu compte lors des études pipeline et puis ensuite plus récemment en termes de sourcing concret que les équipes les plus pertinentes pour le fonds biodiversité, que ce soit pour des critères financiers et extra-financiers, sont les équipes corporate, bien sûr, les équipes transition énergétique sur certains projets très précis qui sont l'agrivoltaïsme et le biogaz, et l'équipe dette immobilière pour tout ce qui va être éco-construction. Le thème du fonds biodiversité a bien sûr une empreinte et une analyse de ESG très importante. Donc le déploiement du fonds, et on va y revenir dans la slide suivante, se fait vraiment en tandem avec les équipes ESG, dont Alix évidemment fait partie. Justement en termes de process de déploiement. Donc, on a une multitude, on a surtout 3 équipes qui vont avoir une multitude de canaux différents, étant donné que les financements corporate ont notamment des canaux liés aux banques d'affaires, aux conseils et à tous les canaux qui peuvent être plus ou moins directs avec les entreprises. Des équipes de transition énergétique, il y a vraiment des canaux dédiés sur tous les sujets de transition énergétique et immobilier, évidemment, encore différents. Donc, afin d'avoir un process très clair de financement et très homogène sur chaque deal étudié, on a un comité, ce qu'on appelle un comité pipeline, c'est-à-dire que tous les deals qui ont été qualifiés d'un point de vue financier, extra-financier, de façon préliminaire par le gérant qui source le deal, va passer dans un comité pipeline qui, globalement, qui va présenter dans une courte présentation aux équipes de gestion et risque et ESG le deal et on va décider ou pas de continuer.
Et donc, pour passer en comité pipeline, il faut à la fois une revue préliminaire de la gestion et une revue préliminaire de l'ESG, bien sûr. Ensuite, si l'étude préliminaire, qui est vraiment une étude à quatre mains, est positive, dans ce cas-là, on va rentrer dans un process de due diligence très classique, avec une due diligence financière, donc encore une fois très classique. Alors, chaque structuration et secteur sera adressé par les personnes de la gestion qui ont effectivement le plus d'expertise sur le sujet en question, mais on va passer quand même sur notre due diligence financière très classique, et en parallèle, on aura cette due diligence financière, extra-financière, dont on a déjà beaucoup l'habitude finalement, parce qu'on n'est pas du tout à notre premier fonds impact, et notre expérience, par exemple, sur le fonds d'impact social nous aide beaucoup, parce qu'on a cette double due deal financière et extra-financière qui sont extrêmement huilées. On a mis en place des process pour s'assurer que les deux se font exactement au même pas de temps, ce qui est très, très important pour ensuite pouvoir exécuter un deal. Ensuite, on passe en comité d'investissement avec donc évidemment la gestion, les risques, l'ESG. On a toujours aussi un auditeur, un expert indépendant qui vient sur le comité, et toutes les fonctions évidemment, opérations et compliance, qui vont s'assurer que le process a été correctement suivi. Et en fonction de la décision du comité d'investissement, on va pouvoir passer à l'exécution du deal, avec à chaque fois, bien sûr, une attention particulière sur les KPIs biodiversité, qui nécessitent quand même un échange assez important avec l'entreprise considérée pour les mettre en place de façon pertinente, parce qu'il faut que ces KPIs biodiversité aient un vrai impact et un vrai lien avec ce que fait l'entreprise. Et c'est là, finalement, je pense, toute la richesse de ce fonds, c'est que à la fois on va s'assurer qu'on va sur une trajectoire biodiversité qui a du sens pour l'entreprise, et c'est extrêmement bon pour l'entreprise, qui d'ailleurs, sur les premiers financements qu'on a fait, vont pas hésiter à justement communiquer sur leurs engagements. Pour que le sourcing soit fait de façon efficace, ça a été vraiment l'enjeu quand on a travaillé sur ce fonds, de se dire comment on va avoir un sourcing efficace, parce qu'on a quand même une vingtaine de gérants qui vont tous sourcer pour ce deal, pour ce fonds, excusez-moi. Et il faut que ensuite, en comité pipeline, on ait quand même une préqualification de qualité par chaque gérant. Donc, ce qu'on a fait, c'est tout simple, c'est qu'on s'est dit quels sont les secteurs prioritaires qu'on va notifier aux gérants en termes de pertinence pour la biodiversité. Donc finalement, ça a été un travail assez long, mais la réponse est assez simple finalement, puisque on a bien sûr réfléchi à l'agroalimentaire, c'est un petit peu ce qui vient en premier, avec aussi les bois et forêts. En termes de transition énergétique, on s'attache seulement à regarder tout ce qui est biogaz et agrivoltaïsme en lien avec la terre, en lien direct avec la terre. Tout ce qui est gestion de l'eau, bien sûr, tout ce qui va être gestion des déchets, tout ce qui est éco-construction et éco-sourcing. Alors, ces deux-là sont un petit peu plus difficiles à sourcer pour le moment, parce qu'on en est au début. Bon, avec, par exemple, tous les PLU biodiversité qui existent, il y a vraiment une prise de conscience des acteurs, même immobiliers, de la nécessité de réfléchir à la biodiversité. Et on a bien sûr tout ce qui est des alternatives aux produits chimiques, comme par exemple les engrais naturels. Alors la biodiversité, c'est un superbe sujet, mais c'est pas très concret dans la tête des gens, et c'est normal, parce que la biodiversité, pour nous, c'est un petit peu le thème, l'avancée des connaissances et de la réflexion. C'est un petit peu là où on était il y a 15 ans sur le climat. Bon, il y a 15 ans, on aurait dit aux entreprises, vous devez faire votre bilan carbone tous les ans, ça aurait été quelque chose d'assez incompréhensible pour eux, alors que maintenant, c'est vraiment rentré finalement dans leur façon de faire. Et on a la conviction que la biodiversité est sur la même trajectoire, de façon en fait plus ou moins forcée aussi, parce que les pressions sur les entreprises sont de plus en plus prégnantes à cause de la perte de la biodiversité dans le monde. Et donc, on voulait donc vous présenter un exemple dans le détail, parce qu'ensuite, l'avantage d'aller dans le détail, c'est que vous pourrez aussi avoir dans le détail ce qu'on a fait avec Habitat.
Donc, dans les grandes lignes, l'exemple qu'on va vous présenter, c'est le financement d'une ferme en agriculture régénératrice. C'est un premier montant de 2 millions, assez limité, mais l'idée étant de faire cet opérateur en agriculture régénératrice, c'est de faire plusieurs fermes. L'idée, c'est de faire par tranche de 2 millions 2 ou 3 fermes. Une maturité assez longue, bien sûr, parce qu'on est sur du terrain agricole, donc c'était 9 ans et 10 mois, donc on a dit 10 ans. En termes de clause d'impact, parce que c'est vraiment la question qu'on nous pose souvent, quelle clause d'impact vous allez bien pouvoir utiliser? On est parti sur 2 clauses d'impact. Une première clause d'impact qui est le suivi du taux de couvert végétal, chaque clause d'impact étant vérifiée annuellement. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ce couvert végétal, il est calculé par satellite par une start-up qui est spécialisée dans le suivi de couvert végétal, donc en Europe. C'est très intéressant. Et le deuxième KPI qu'on a retenu, c'est leur trajectoire de label, de certification. Parce que bien sûr, la certification ne fait pas tout, mais elle permet vraiment d'objectiver les efforts. Donc, on est parti sur une trajectoire sur 2 obtentions. Une obtention de label RegenAgri, et donc qui est un label qui est évidemment, comme son nom l'indique, lié à l'agriculture régénératrice, et une obtention de label bio. En termes de plantation, on est sur des amandes et des oliviers. Et en termes de risque, on est donc effectivement la maturité est assez longue, mais on est sur une LTV inférieure à 50% par rapport à la valeur des terrains sur laquelle on a pris une hypothèque à force exécutoire parce que le droit espagnol est très favorable pour les prêteurs. Donc en termes d'analyse de la biodiversité, on a vérifié, parce que les KPI sont une chose, mais il faut quand même vérifier que, surtout que là on est sur une entreprise solution, que l'entreprise a réellement une action sur la biodiversité. Et donc, on est déjà sur une activité qui est par nature positive, puisqu'on est sur de l'agriculture régénératrice qui a pour but de régénérer les sols par définition. On a une mesure qui est possible, comme on vous l'a dit, le couvert végétal par satellite. Et on a vraiment un suivi qui sera annuel sur la façon dont ils font les choses. Donc là, je vais passer la main à Jérôme, qui va vous présenter l'outil qu'on utilise avec grand plaisir avec eux sur notre analyse biodiversité de nos îles. Merci beaucoup, Claire. Merci, Alix. Merci, Paul. Bonjour à toutes et à tous. Ça me fait grand plaisir d'être ici. Pour vous présenter d'abord Habitat. En quelques mots, Habitat, nous sommes une firme de génie environnemental basée à Montréal. Notre objectif, c'est de pouvoir accompagner des pouvoirs publics, des entreprises, des investisseurs dans une meilleure prise en compte de la biodiversité. Notre mission, c'est l'accélération de la transition écologique. Alors pour nous, ça a été un privilège de démarrer cette conversation avec Sienna il y a environ 1 an. Donc, dans cette préoccupation sur l'impact, sur la biodiversité, dans la volonté de faire quelque chose d'unique et de faire mieux, on a pu déployer notre équipe de recherche et développement pour réfléchir à ce qui pour nous a été un double défi, parce qu'on veut évidemment être capable de répondre aux impératifs des investisseurs. Donc, d'avoir un point de vue rapide, d'avoir une mesure, d'être capable d'être agile, de respecter les cadres de divulgation ESG. Mais de l'autre côté, comme scientifique, nous sommes une spin-off universitaire. Il y a 30 experts de la biodiversité. On ne fait aucun compromis sur la science et les données. Donc, cette année-là de développement nous a amené à annoncer à la conférence des parties sur la diversité biologique, la COP16 à Cali en octobre dernier, l'outil Nature Invest. Donc, Nature Invest, il est au monde. Il est déployé au Québec via le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec. Donc, c'est le 2e fonds de pension en importance au Québec qui est aussi actionnaire d'Habitat. Et nous avons le privilège de déployer en Europe avec vous. Alors, je crois que ça intéresse ici un peu tout le monde de pouvoir soulever le capot et de voir que derrière cette intention d'impact, la création d'un fonds, comment on est capable de mesurer, d'avoir de bons indicateurs, d'avoir un tableau de bord qui nous permette de qualifier des investissements, de pouvoir les suivre dans le temps également.
Alors, le processus, il suit un peu cette granularité que Claire expliquait, c'est-à-dire que pour nous, on doit faire une analyse préliminaire. On doit d'abord voir si les projets présentés soulèvent des drapeaux rouges par rapport à la sensibilité d'un site, au type de pratique. Donc, on est vraiment à très, très haut niveau ici. Vous voyez ici le petit point d'interrogation. Lorsqu'on a passé ce premier très haut niveau, on peut rentrer dans le détail de l'outil où on utilisera différentes stratégies. Il y a 3 prises de données distinctes. Il y a d'abord un questionnaire. On revient ici sur les pratiques assez standards de la divulgation ESG, donc une série de questions, un call, une entrevue avec les gestionnaires de l'entreprise. Il y a une analyse ensuite qui est faite basée sur des données de biodiversité, sur les modèles que nous développons dans la boîte et ensuite la production d'une fiche d'évaluation à l'attention des gestionnaires du fonds. Alors, pour représenter ça de façon schématique, vous voyez ici l'outil Nature Invest sur la prochaine diapo, qu'il est structuré en 4 principaux axes. Alors, vous avez dans le centre ici des axes qui sont reliés à l'intention du projet ou de l'entreprise, son impact sur la biodiversité, l'additionnalité et la pérennité, et finalement sa mesurabilité. Ces 4 axes-là représentent et reprennent la stratégie biodive du fonds et la vision Sienna. Et pour populer ces axes-là, comme je le disais, on a recours à différentes sources de données, le questionnaire, des données biodives, des modèles et aussi une analyse de la réglementation en place. Chacune de ces boîtes-là, chacun des axes a une pondération. Donc, la pondération, elle a été discutée. C'est un peu d'un point de vue d'expert. À quel axe veut-on donner plus de levier? Est-ce qu'on est dans l'intention de l'entreprise, dans la mesurabilité? Dans ce cas-ci, on a voulu avoir 50% du scoring de l'entreprise ou du projet qui est basé sur l'impact écologique. Et au final, lorsqu'on a digéré ces données, ces sources, ces stratégies, les axes, on arrive avec une fiche d'évaluation et un scoring. Donc, le scoring, il permet d'avoir une visibilité assez claire. Il est compréhensible par l'ensemble des parties prenantes dans la constitution de ce fonds-là. Alors, puisque une image aux 1000 mots, un exemple va nous permettre d'illustrer un peu les capacités de cet outil. Nous allons reprendre le projet de ferme d'agriculture régénératrice et donc, je m'attarderai ici sur la deuxième boîte, le deuxième axe, l'impact écologique. Donc, dans l'impact écologique, comment nous le traitons, nous? Il est traité par 2 angles différents, cette idée de double matérialité. Premièrement, on veut regarder le site où se déploie le projet, où se déploie l'entreprise. Et pour ça, on va regarder 2 paramètres différents. Le premier, c'est la valeur écologique du territoire. Donc, on développe un projet de gestion de forêt, un projet de manufacture, d'agriculture. Ce projet-là n'est pas indépendant du paysage écologique dans lequel il s'inscrit. Alors, nous avons ciblé 5 indicateurs différents. Donc, est-ce que le projet se situe à proximité d'une zone de conservation? Quelle est l'intégrité de la communauté biologique de ce site? Quelle est l'unicité de cette communauté? Quelle est l'intégrité de l'écosystème? Et quelles sont là où les productions de services écosystémiques? Donc, en se basant sur des prises de données distinctes, en faisant des modélisations, des tests statistiques, on est capable d'avoir un positionnement dans l'espace de chaque parcelle, chaque unité de territoire qui se compare à l'ensemble du territoire, un territoire plus large. Donc, on peut ici facilement dire, on va extraire, on va zoomer sur le site cible et on va pouvoir lui donner un scoring. Dans le cas d'un site qui est à l'étude ici, on voit que sur le pentagramme, il y a différents impacts, différentes mesures et on a une moyenne de 3 pour la sensibilité du site écologique qui est visé par le territoire. Un autre aspect important lorsqu'on regarde ce territoire-là, c'est de bien cerner ses vulnérabilités. Nous sommes dans un monde de changements globaux. On veut savoir, le site, oui, il a une valeur écologique, mais quelles sont les pressions, vulnérabilités par rapport à différentes conditions. Donc, dans ce cas-ci, on reprend un peu la même méthodologie, le même protocole basé sur des données, des analyses de sensibilité, et on va voir si le site ciblé, est-ce qu'il est sensible à des dégradations et des pertes en habitat,
de la pollution qui est autant au niveau de l'eau, de l'air, des sols, à des espèces exotiques envahissantes, à l'extraction de différentes ressources. On peut penser au stress hydrique et à un impact de changement climatique. De la même manière, on vient qualifier chacune des parcelles du site et statistiquement la tester avec le paysage écologique un peu plus large pour bien mesurer la sensibilité. Et dans ce cas-ci, dans l'étude d'un des sites, on est dans un score final de 3,16. Tous ces chiffres prendront sens dans l'analyse de la fiche d'évaluation au final. Donc, il y a ce premier point sur l'impact écologique où on regarde le site et l'autre, bien, c'est de regarder les pratiques. Hein? Qu'est-ce que le projet veut mettre en place? On a parlé ici d'une transformation d'une ferme de production d'abricots, de nectarines vers une ferme d'agriculture régénératrice où on va se focusser sur la production d'amandes et d'olives. Alors, comment voir quel est ce différentiel, quel est cet impact de ces pratiques? Bien, c'est en recourant chez nous à des outils de l'analyse de cycle de vie. Évidemment, lorsqu'on aura une meilleure connaissance scientifique des chaînes de valeur, de l'ensemble des poids biodiversité, un peu comme on le fait pour le poids carbone, il y aura une plus fine granularité, mais à ce stade-ci, on peut utiliser de très bons proxys, de très bons modèles qui sont publiés dans la littérature scientifique, qui sont utilisés de façon assez standard. Et on va regarder, bon, ben, les pratiques mises en place. Bon, dans ce cas-ci, on a deux sites. Vous voyez, site 1 et site 2. On va regarder le type d'impact des pratiques sur la biodiversité sous l'angle des changements climatiques, de la disponibilité en eau, d'occupation des sols, de l'altération des eaux douces, des eaux marines et de l'altération des terres. Donc, avec la production de ce système d'analyse de cycle de vie, eh bien, on peut arriver à des scorings pour chacun des sites. Dans un cas, on a un scoring de 4,3, dans l'autre 3,7, ce qui nous fait une moyenne de 4 pour les impacts prévus sur la biodiversité. Le dernier aspect qui nous permet de qualifier les impacts, et vous le voyez ici dans le petit box bleu, c'est de regarder quelle est un peu l'intention, quelles sont les stratégies mises en œuvre par les gestionnaires pour faire en sorte d'avoir un impact neutre, voire positif sur la biodiversité. Donc, on a besoin d'aller chercher de l'information dans l'entreprise pour connaître en amont quels sont les impacts prévus du projet. Est-ce qu'il y a une connaissance du site, des pratiques? Donc, ça va venir nourrir les autres stratégies et modèles. Et finalement, on va se demander quelles sont les réflexions sur les mesures à mettre en place pour atténuer les impacts. Donc, en regardant ces deux éléments-là, le site et les pratiques, on peut amalgamer ces résultats pour arriver à une vision sur l'impact écologique. Vous voyez ici sur la diapo que l'outil de sondage et d'entretien nous permet d'aller chercher d'autres types d'informations qui sont très, très parlants sur l'intentionnalité de l'entreprise et de son projet. Donc, on va pouvoir retirer des informations sur l'intégration de la biodiversité dans la gouvernance, les documents, les procédures. Donc, quel est le positionnement dans l'entreprise de cette thématique-là, tout comme la motivation qui peut être au niveau de corps professionnel, de la direction, du conseil d'administration, d'un investisseur potentiel. Donc, on est au niveau de cette intentionnalité qui, dans notre outil Nature Invest, est pondérée à 15%. On a aussi, comme l'expliquait très bien Alix, dans l'additionnalité et la pérennité. On ne veut pas seulement avoir un investissement ou un changement cosmétique, on va aller aux racines même de la transformation d'entreprise et de leurs projets. Donc, ça nous demande de faire une comparaison avec la réglementation en place et on va voir aussi comment ce projet-là peut contribuer positivement à aller un pas en avant par rapport aux standards du secteur, du marché et aussi de la législation. Et finalement, pour pouvoir bien calibrer dans le temps quels sont les impacts, nous ici, on offre une belle mesure de diagnostic. C'est un peu comme prendre un portrait, une photo, un Polaroid, mais il faut être capable de suivre dans le temps. Non seulement pour mesurer les impacts, parce que la biodiversité, elle est mobile, silencieuse, invisible. C'est plus difficile à saisir qu'une tonne de carbone. Donc, on a besoin d'apprécier cette complexité-là. Mais dans la perspective d'un investisseur, on veut aussi être dans un mode d'accompagnement. Donc, de pouvoir développer une relation avec l'entreprise pour bien aligner le projet sur une vision commune. Donc, la mesurabilité, le choix de bons KPI, d'indicateurs de suivi, de systèmes de monitoring, c'est hyper important. Alors, c'est assez rapide. Ça me fera vraiment plaisir de développer dans les questions ou dans d'autres arènes
toute la science et le processus derrière l'outil Nature Invest, mais pour vous mettre un peu un portrait global de ce que ça peut donner pour un projet, vous avez cette fiche d'évaluation. Donc, vous voyez, à votre gauche, il y a les différentes dimensions, l'intention, l'impact, l'additionnalité, la mesurabilité. Ensuite, on a les facteurs. Les facteurs, et c'est très important, Alix nous le rappelait au départ, il faut que nos stratégies soient complètement collées sur les objectifs du cadre mondial de la biodiversité. Lorsqu'on change d'échelle, on s'en vient dans des perspectives et des prescriptions de l'Union européenne, du territoire français. On doit être certain que les facteurs évalués sont conformes avec des cadres de divulgation qui sont reconnus et qui deviendront des standards utilisés par la majorité des acteurs du milieu. Donc, vous voyez ici plusieurs facteurs qui nous donnent des scores qui sont pondérés et au final, on peut avoir une lecture. Et notre rôle, nous, chez Habitat, à travers ce processus-là, c'est d'arriver avec une appréciation du projet qui n'est pas une finalité, parce qu'on peut avoir un score qui est plus faible, qui est plus haut, mais qui donne un signal à l'investisseur en disant, voici le projet où il en est aujourd'hui. Est-ce que pour moi, il est qualifié pour l'investissement, mais et où, surtout, comment je pourrais le suivre dans le temps pour divulguer à mes investisseurs pour bien accompagner l'entreprise. Donc, dans le cas de l'entreprise en question, on peut voir que son intention, son additionnalité et la mesurabilité sont très, très performantes. Donc, on est vraiment au-delà d'une performance sectorielle dans le secteur agroalimentaire. Au niveau de l'impact du site, évidemment, on a une matérialité. On est sur des territoires sensibles. Par contre, on se retrouve quand même avec un score intéressant de 3,4 et lorsqu'on joue les pondérations, on a un score final pour l'entreprise de plus de 4 et le signal que nous, comme experts, nous avons donné aux gens de chez Sienna, c'est de dire que c'est un bon projet qui reflète les valeurs communes, qui reflète la volonté et qui sera quelque chose de probant et de concret à pouvoir être présenté aux partenaires du projet. Là, on est sur les slides de fin un peu classiques des présentations que je pense qu'on n'a pas besoin de commenter. On va passer aux questions. Merci mesdames, merci monsieur. Alors on a plusieurs questions. On a sélectionné 3 questions de nos auditeurs. La première question peut-être pour vous, Claire. Quelle est la capacité maximum du fonds? Peut-être ensuite une deuxième question pour vous, Alix. Entre transition et solution, quels sont les objectifs, les cibles? Et puis enfin, une dernière question pour vous, Jérôme. On entend parler beaucoup d'AI. Est-ce que l'AI a un rôle à jouer dans la préservation des espèces? En termes de capacité de déploiement, on est évidemment on va dire contraint par les équipes de gestion, mais la réalité, c'est que, comme vous l'aurez compris, une des forces de ce projet, notamment pour les investisseurs, c'est qu'en termes de sourcing, on a vraiment, et aussi de capacité de structuration sur des thèmes qui peuvent être extrêmement différents, sur des secteurs, je veux dire, qui peuvent être extrêmement différents. On a vraiment toutes les équipes en dette privée qui interviennent. Donc la vraie, en tout cas de notre point de vue, la vraie contrainte de déploiement, elle se situe au niveau des entreprises qu'on va pouvoir accompagner, parce qu'on peut pas forcer, en tout cas on ne va pas forcer une entreprise sur la thématique de la biodiversité, parce que sinon en fait ça va pas marcher. Donc nous, soit on va évidemment, là c'est assez facile, accompagner une entreprise solution qui, dès le départ, de toute façon avait lancé son projet d'entreprise dans l'idée d'améliorer, de protéger et restaurer la biodiversité. Sur les entreprises transition, on va n'accompagner que les entreprises qui, proactivement, même sans nous, voulaient le faire, bien sûr, sinon ça ne peut pas fonctionner. Et pareil pour les entreprises qui ont les meilleures pratiques, c'est des entreprises qui doivent avoir les meilleures pratiques, entre guillemets, sans nous, mais qui ont besoin pour ces meilleures pratiques, besoin de financement. Donc, nous, notre travail de pipeline qui avait été réalisé à l'été dernier, enfin sur plusieurs mois, mais autour de l'été dernier, avait permis de conclure qu'en termes à la fois de volonté de diversification, qualité
des investissements, etc., on allait mettre un hard cap à 300 millions parce que pour ce premier vintage, le timing, je pense, nous pensons qu'il est excellent parce qu'il y a quand même déjà auprès de certains acteurs, et on le voit à travers les entreprises solutions qui sont en fait très renforcées depuis quelques années déjà, une vraie volonté de certains acteurs de s'engager sur cette thématique. Mais la réalité, c'est comme je disais au début, on est un petit peu comme sur la thématique du climat il y a 15 ans, c'est quand même quelque chose d'assez naissant. Donc certes, on est multisecteur, certes, on est multicollatéral, certes, on est Union européenne et Suisse, donc assez quand même diversifié aussi en zone géographique. On reste sur une thématique assez novatrice. Donc on s'est dit que 300 millions, ça allait être notre hard cap avec une cible à 200 millions. Ça, c'est évidemment le premier vintage. L'avantage de notre timing, c'est qu'on a la conviction que cette thématique va prendre, malgré elle ou grâce à elle, mais de toute façon va prendre de façon nécessaire de l'ampleur dans le paysage industriel, agricole, etc. Et donc, pour un deuxième vintage, on pourra aller sur une taille plus importante parce que aussi en termes de sourcing, il y aura tout simplement aussi plus d'entreprises qui seront concernées ou se sentiront concernées par le sujet. Alors, pour répondre à la deuxième question sur la répartition entre les entreprises qui sont dites de solutions et les entreprises en transition. Alors, au départ, quand on a réfléchi au fonds avec Claire, on se disait que si on arrivait à déployer le fonds avec au moins, ou plutôt au maximum 20 à 25% du fonds dans des entreprises solutions, ce serait absolument extraordinaire. Et donc, on s'était dit que le gros du portefeuille serait beaucoup d'entreprises qui sont en transition, qui ont besoin de financer ce CAPEX pour changer leurs pratiques. Et alors, en fait, il se trouve que depuis qu'on travaille très activement au déploiement du fonds, donc depuis plusieurs mois maintenant, on a beaucoup plus d'entreprises qui sont dites en solution qu'en transition dans notre pipeline. Donc, je ne peux pas vous dire encore à quel niveau on arrivera, mais je pense que notre hypothèse de départ était finalement assez pessimiste et ça devrait être beaucoup plus équilibré entre les entreprises dites de solution et les entreprises en transition. Évidemment, l'intelligence artificielle, elle est partout. Elle est aussi dans le secteur de la biodiversité. Elle est dans notre secteur de recherche et développement. À ce jour, pour les questions de biodiversité, l'intelligence artificielle peut nous aider à aller chercher des bases de données ouvertes. Donc, la donnée, c'est vraiment la clé. Ensuite, on peut évidemment avoir des modules d'apprentissage pour que les analyses soient plus automatisées, soient plus rapides, soient pertinentes. Donc, il y a évidemment la place et je pense que tous les acteurs du milieu essaient de voir comment on peut combiner soutenabilité, biodiversité avec les outils de l'intelligence artificielle. Mais je dirais qu'au-delà de ça, il ne faut pas voir non plus un sauf-conduit et quelque chose qui va miraculeusement nous permettre de suivre la biodiversité. C'est très complexe, hein, la diversité génétique, spéciste, populationnelle des écosystèmes. Elle est sensible à plusieurs types de pression. On en a mentionné plusieurs tout à l'heure, les changements climatiques, les espèces invasives, les effets du changement climatique, l'adaptation bioclimatique. Donc, cette grande complexité-là, elle a besoin d'être basée sur des données. Donc, on a absolument besoin, comme pouvoir public, mais aussi comme entreprise privée, de bien comprendre le territoire avec lequel on fonctionne. Si je me mets dans l'optique d'une entreprise forestière, la vision, c'est de pouvoir produire de la biomasse de façon durable sur des cycles de 50, 75, 100 ans. Et pour ça, j'ai besoin de connaître les conditions de l'écosystème avec lequel je travaille, mais aussi les vulnérabilités, les sensibilités. Donc, cette prise de données, ces observatoires nationaux, internationaux, populés par une ouverture des données par le privé, c'est absolument essentiel. Il y a des grands catalyseurs qui peuvent être faits par des fonds comme le vôtre, par des investisseurs qui ont cette sensibilité. Et ensuite, bien, il y a des outils qui permettront d'accélérer, de faciliter, d'augmenter la divulgation, les standards. Donc, je pense que c'est comme dans tous les domaines, c'est un usage à bon escient qui doit être fait de l'intelligence artificielle, de bien baliser, de bien calibrer où c'est le plus pertinent et de ne surtout pas accélérer de la modélisation de modèles. Parce qu'on l'a vu en biodiversité, les premiers tests qui se font, c'est des tests
tests qui ne sont pas basés sur des modèles. Hein. On base ça sur des modèles de modèles qui, au final, nous donnent une information qui est très partielle et qui ne peut pas descendre sur le terrain. On n'a pas de changement d'échelle qui est pertinent à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment partir de la donnée et puis construire des agrégations par la suite. Alors, pour ma part, au nom de toute l'équipe d'Habitat, j'aimerais remercier tous les gens de Sienna, toute l'équipe qui ont participé à l'organisation de ce webinaire. Nous sommes honorés de travailler avec vous et nous espérons que ce partenariat fasse avancer la question de protection de la biodiversité. Je vais rendre l'appareil. Déjà, merci aussi pour, bien sûr, tous les participants à ce webinaire. Finalement, évidemment, notre voix, notre mission, notre conviction serait assez limitée si on n'avait pas d'investisseurs derrière nous. Et merci aussi à Habitat qui avait fait de très très belles présentations de leur outil à l'époque où on a décidé de se lancer ensemble. Et l'avantage, c'est que la réalité s'est révélée encore meilleure que la présentation. C'est l'avantage de travailler avec des chercheurs, c'est qu'on a plein de bonnes surprises. Donc voilà, c'est super et on a travaillé déjà sur beaucoup de dossiers ensemble, donc on parle vraiment avec expérience.